Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Bienvenue en conseil municipal pour cette séance du 12 novembre 2024. Alors, prenez place, s'il vous plaît. Je vous rappelle que cette séance est diffusée sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux. Alors, je vais faire l'appel. Voilà, asseyez-vous. Merci. Alors, Edwige Luc Bernet, elle va arriver. Marc Chauvet, présent. Nadia Benjeloun Makali, présente. Vincent Boivinet, présent. Amélie Cohen-Langlais donne procuration à Nadia Benjeloun Makali. Olivier Goudichaud donne procuration à Aurélien Desba. Fabienne Cabrera donne procuration à Marc Chauvet. Pierre Wallet, présent. Christelle Baudret, présente. Cathy Camille, présente. Xavier-Marie Fédou, présent. Bénédicte Jamédiez, présente. Jacques Reynaud donne procuration à Edwige Luc Bernet. Isabelle Tarris va arriver. Benoît Dancona, présent. Pascal Labadi, procuration à Tiffaine Cornacari. Sadia Hadj Abdelkader, présente. Sylvaine Panabière donne procuration à Vincent Boivinet. Guénot-les-Jean donne procuration à Pierre Wallet. Marie-Laure Pirot, présente. Tiffaine Cornacari, présente. Laure Desvalois, présente. Nabil Enadji, présent. Aurélien Desba, présent. Florian Darcos arrive. Kéwar Cheban, si en retard, donne procuration à Xavier-Marie Fédou. Il va arriver, mais avec un léger retard prévu. Idriss Benkelouf, présent. Christian Bagat, présent. Mohamed Meshrafi, présent. Alexandre Diaz, présent. Isabelle Torlenico arrive. Sûrement très en retard ou absente. Ok. Fabienne Dacosta donne procuration à Christian Bagat. Christophe Thomas, présent. Et Saïna Bougueil, présente. Voilà, merci beaucoup, chers collègues. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Quelques mots d'introduction de ma part rapide. Pour vous dire que tout d'abord, nous avons eu le plaisir d'accueillir les bateaux de la métropole ce week-end. Vous l'avez vu, les bateaux anciennement Bat-Cube, samedi et dimanche, il y avait un aller-retour qui était offert pour toute personne qui souhaitait faire l'aller-retour entre le port de Bègle et le ponton de la Benauge sur Bordeaux en 22 minutes. L'aller, 22 minutes le retour. Pour l'instant, il y a un bateau par heure et au printemps prochain, vraisemblablement, un bateau par demi-heure. Ça va doubler le rythme. C'est très très agréable, vraiment. On longe l'île d'Arcin, on passe sous les ponts. Et en plus, c'est rapide. 22 minutes, c'est imbattable. Ça permet de prendre des correspondances rive droite, voilà, d'un transport en commun. Donc évidemment, on est très heureux parce que c'était une demande, un souhait, un rêve que nous avions depuis longtemps, les uns et les autres. Donc voilà, c'est chose faite. Et le nombre de pontons va être densifié en amont du pont de Pierre, notamment à la Mecca, à la Bouliac, au Belvédère, également à Rive d'Arcin et peut-être, de manière plus lointaine, à la Traîne peut-être, voire à l'île d'Arcin. Voilà. 2 dates importantes dans les jours qui arrivent. Tout d'abord, les lancements des travaux de l'école du groupe scolaire Jacques Prévert. La rénovation et l'agrandissement, vraiment, la création d'un beau groupe scolaire. On en a longuement discuté. Donc c'est le mercredi 20 novembre à midi sur site. Donc bien sûr, chaque collègue, vous serez invité, ainsi que les parents d'élèves et toute la communauté enseignante et agents municipaux et partenaires du projet. Deuxième, c'est une inauguration cette fois-ci, c'est plus le lancement des travaux, c'est la cantine, le réfectoire et l'aire de jeu de l'école maternelle Buisson, et ça sera au petit matin du vendredi 22 novembre. Voilà, autour d'un petit déjeuner réalisé par la cuisine municipale. Très sympa, très, très qualitatif, vraiment l'acoustique est excellente. On peut déjeuner en toute quiétude, parce que généralement les cantines c'est un peu brillant, ben là pour le coup c'est plutôt très bien réussi, bravo. Et puis le week-end suivant, ce sera le festival de la transition, où vous avez une programmation extrêmement riche sur vendredi soir, samedi, dimanche,
sur le site internet de la ville. Il y a des flyers un peu partout, dans tous les sites municipaux, dans les commerces Begley, à l'Esteille, au Chapiteau, transition écologique et sociale. Enfin, en novembre et début décembre, nous allons proposer aux Beglaises et aux Beglais, comme il est d'accoutumé, des réunions publiques pour faire le bilan de l'année écoulée, les projets réalisés, les projets en cours et les projets à venir dans les 4 quartiers de la ville. Donc pour connaître la date de votre quartier, vous pouvez voir sur le journal municipal La Beglaise, le site internet de la ville ou les réseaux sociaux. Je les donne si vous le souhaitez. Pour le quartier nord-ouest, c'est le mardi 19 novembre à 18h30 au collège Berthelot. Le quartier sud-est, le mercredi 20 novembre à 18h30 à l'école Jean Zé. Le quartier nord-est, le mardi 3 décembre à 18h30 à l'école Marcel Samba. Et le quartier sud-ouest, le jeudi 5 décembre à 18h30, école élémentaire Buisson. Venez, c'est évidemment ouvert à toutes et à tous, et venez échanger sur tous les sujets que vous souhaitez, qu'ils soient municipaux, principalement bien sûr, mais pas exclusivement. On est ouvert évidemment aux échanges et au dialogue. Enfin, il y a une séquence politique importante actuellement pour les collectivités territoriales, à savoir les villes, les agglomérations, les départements et les régions. C'est le débat de la loi de finances 2025 qui vient impacter très fortement les finances et les budgets des collectivités territoriales et donc de la ville de Bègles, ce qui est prévu à l'heure où je vous parle, puisque le volet recettes à l'Assemblée nationale a été retoqué cet après-midi, donc au Sénat par le projet de loi initial, donc tout le travail parlementaire a été effacé par un vote de l'Assemblée nationale cet après-midi. Donc on revient au point initial, à savoir que pour la ville de Bègles, c'est 500 000 €, donc 1,5 million en moins de recettes en fonctionnement, donc c'est vraiment très impactant en 2025, en 2026 et en 2027, donc 1,5 million, bien sûr, tout le monde sait compter. C'est vraiment important. Donc on aura le débat en fin de conseil municipal. Nous proposons une motion qui a été d'ailleurs proposée en réunion publique samedi matin et qui peut être signée d'ailleurs par les Beglaises et les Beglais. Et au-delà, pour dynamiser la mobilisation sur Internet, mais on viendra bien sûr présenter tout cela en fin de conseil municipal lors du moment des motions. Mais sachez que nous sommes extrêmement mobilisés. Alors, nous avons, comme ordre du jour, l'adoption du procès-verbal analytique du conseil précédent. Y a-t-il des remarques? Je passe au vote. Pas de remarques. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Vous avez également les décisions municipales que j'ai prises en application du Code général des collectivités. Vous avez la liste. Si vous n'avez pas s'il n'y a pas de débat, on va passer aux désignations du secrétaire de séance et on propose Monsieur Nabil Enadji. Voilà, merci à vous. Et donc, d'ores et déjà, nous passons maintenant à la première délibération. Donc, en absence de Olivier Goudichaud, c'est Xavier-Marie Fédou qui a présenté les délibérations, sauf cette première délibération qui est présentée par Pierre Wallet, et donc qui concerne l'acquisition des parcelles cadastrées, section, je vous passe les 3 sections, donc c'est-à-dire le parc des Sœurs de la Charité. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc je prends la parole au nom d'Olivier Goudichaud et c'est un honneur pour moi de présenter cette délibération puisque ça va porter sur l'acquisition de près de 3,5 hectares en plein cœur de ville. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une opportunité magnifique pour une collectivité d'obtenir des terrains quasi naturels dans un milieu dense, en cœur de métropole, surtout avec le prix du foncier aujourd'hui qui s'envole sur la métropole bordelaise. Ça contribue à des espaces publics de qualité accessibles à pied, à vélo et aussi en voiture pour chaque Beglais. Ça va permettre d'offrir un poumon vert dans un quartier qui en était plutôt dépourvu, hormis quelques places et squares, puisque après, le principal espace naturel de la commune, c'est le delta vert avec le parc de Mussonville. Là, ça va offrir effectivement plusieurs hectares de nature en plein cœur de ville. Donc un espace vert accessible au public pour contribuer aussi à la réduction des îlots de chaleur en période estivale. Donc un lieu de fraîcheur
et de détente pour les habitants, un lieu de préservation de la biodiversité et évidemment de notre cadre de vie de manière générale. Ce qu'il faut voir également, c'est que cette délibération qui porte sur l'acquisition de parcelles fait suite à une convention de portage foncier qui a été signée avec Clercienne en 2021, sur laquelle la ville et Clercienne s'engageaient à ce qu'il y ait un portage du foncier donc par Clercienne. Clercienne achetait le foncier et nous le revendait, et c'est l'objet de cette délibération. On est sur une fourchette basse de l'estimation du prix des domaines. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est un projet d'ensemble où il y aura de la création de logements, mais dans un esprit d'accueil de personnes handicapées. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un package global qui fait que, de toute façon, le projet de parc n'aurait pu se faire sans la création de logements pour personnes handicapées par le biais de la houlette. Sur l'équilibrage économique aussi, côté ville, il y avait plusieurs lots à bâtir qui étaient prévus côté nord, le long de la rue Faugère. On était plutôt sur 6 à 8 lots à bâtir initialement. On se dirige finalement vers 2 lots à bâtir pour équilibrer l'enveloppe, le modèle économique. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça a été permis puisque l'objectif qui a été défini dans le cadre de l'aménagement du parc, c'est un objectif de sobriété et d'enclave plutôt naturelle et confidentielle pour les Beglais, donc avec peu d'aménagements, des aménagements sobres qui ont été demandés dans le cadre de 2 années de concertation par le biais de 8 à 10 ateliers publics. Donc c'est vraiment un projet démonstrateur et je pense qu'il faut se féliciter d'avoir de telles opportunités d'espace public accessibles au public, enfin de tels espaces verts accessibles au public en cœur de ville, surtout à ce prix de foncier-là. Donc si vous le souhaitez, nous vous proposons de voter cette délibération qui porte sur l'achat de foncier auprès de Clercienne qui en assurait le portage foncier depuis 2 ans. Merci, chers collègues. C'est vraiment un projet important pour la commune. On s'y était engagé, vous l'avez dit, 3,7 hectares de nature. Alors, sans refaire l'histoire, les premières discussions avec les propriétaires, la congrégation des Sœurs de la Charité, remontent au début des années 90. C'était le Noël Mamère, le maire, et Michel Mercier, premier adjoint, avaient commencé les échanges. Pour vous dire le temps qu'il a fallu, 34 ans, pour arriver. Moi, je me souviens, tout jeune élu, le dossier était un petit peu embourbé, et en 2008, avec Fabienne Cabrera, on avait été voir les sœurs, très sympas, mais elles nous ont gentiment expliqué qu'elle avait le temps pour elle. Bon, voilà. Donc c'était un lieu magique, j'étais jamais rentré dans ce lieu, et je me suis dit quand même, il faut qu'on y arrive. Voilà, donc je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées fortement pour aboutir, voilà, grâce aussi à Clercienne, qui avait des liens privilégiés, voilà, avec cette congrégation qui a fait qu'on a pu aboutir à cet accord qui est vraiment gagnant pour tout le monde. Voilà. Y a-t-il des prises de parole? Non. Monsieur Bagat, Christian. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, oui, nous sommes très, très, très heureux de l'aboutissement de cette acquisition de parcelles. Je voudrais simplement poser 2-3 questions qui sont des questions techniques, simplement. La relocalisation de la pétanque, c'est ma première question, qui avait un poste, et si j'ai bien compris, c'est les terrains où Clercienne vont construire. La deuxième question, c'est combien de logements sur Clercienne, par Clercienne. Et ma troisième question, c'était à propos de l'édifice religieux de la chapelle et des espaces religieux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je peux commencer à répondre, en absence d'Olivier Goudichaud, qui connaît le mieux le dossier. Alors, la pétanque, j'ai participé à des assemblées générales, et à l'époque, c'était même avant que ça soit inclus maintenant dans le club athlétique Begley. Je l'ai redit à la présidente, on va trouver une solution, on est en train de chercher, on a encore un peu de temps, mais la pétanque sera relogée sur Bègle. On cherche notamment autour, je parle sous contrôle de Florian Darcos qui me regarde, l'élu au sport, du Delta Vert, n'est-ce pas, de la plaine des sports. On espère trouver une solution, voilà. Donc bien relogé, ça sera assez logique d'ailleurs. Donc on cherche.
Une fois qu'on aura un peu finalisé, bien sûr, on ira voir la pétanque pour discuter avec eux des modalités concrètes. Premier point. Deuxième point, le nombre de logements. Alors, il n'y a pas encore eu d'estimation, vraiment, ou en tout cas de projet, hein, on n'en est pas encore là. Vous le savez que, eh bien, en ce moment, la promotion immobilière et les bailleurs sociaux et la construction, c'est compliqué. Hein. Tous les projets sont plus ou moins à l'arrêt. Mais disons que ça serait entre 25 et 30 logements, quelque chose comme ça. La première jauge, de manière très estimative. Et la... C'est sur la... Oui, en fait, c'est sur une partie... Alors, si vous parlez sans micro, vous ne serez pas enregistré, mais ce n'est pas très grave. C'est là où il y a exactement les terrains de pétanque et le clubhouse. Donc, c'est déjà artificialisé. Donc, on vient construire là où ce n'est pas naturel. D'accord. Et puis, la troisième question, la chapelle, je crois que c'est repris dans le projet de la houlette de mémoire, hein, puisque c'est vrai que c'est un patrimoine intéressant. Voilà. Donc c'est en partie conservé, en tout cas, les bâtiments les plus intéressants, notamment une salle de convivialité, je crois, dans le projet. Allez-y, Christian Magat. Merci. Juste, c'est notre problème, et c'est un problème technique, hein, c'est l'impasse de la Verrerie, qui va déboucher directement sur le parc, ce qui fait une ouverture par rapport à Maurice Torres pour tous les gens qui pourront passer par cette impasse de la Verrerie. Ça sera un passage piéton, vous n'avez pas encore travaillé dessus? Alors, à ma connaissance, cette impasse est une impasse privée. Il y a un problème, oui, effectivement. Voilà, donc pour l'instant, les propriétaires refusent que ça devienne une entrée officielle ouverte au public. Donc il y en a encore des discussions à avoir. Voilà. Ah. Eh oui. Il y a quand même quelque chose à rechercher, parce que c'était la verrerie qui était là, et la propriété était différente, et il y avait un droit de passage. Donc on cherche un oui, accord. Mais moi je crois qu'il y avait un droit de passage. Je parle il y a longtemps, parce que ça remonte vraiment, il y a très très longtemps. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour vos questions. Hein. C'est avec le géomètre et avec les notaires, on regarde ce qu'on peut faire. Pierre Wallet. Peut-être pour compléter également, ce qu'il faut voir, c'est s'il n'y a que 2 lots à construire côté nord, et ici on se dirige vers 25 à 30 logements côté sud, c'est aussi parce que le fait d'avoir attendu pour acquérir le foncier nous a permis de bénéficier d'une subvention de la métropole à hauteur de 1,5 million d'euros. Donc c'est quand même la moitié du financement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça nous a permis de ne pas avoir un projet initial de lycée côté nord qui mangeait 1 hectare du parc. Donc le fait d'avoir été patient aussi de notre côté permet d'avoir un parc de grande envergure et avec un coût du foncier pour la collectivité moins élevé. Et donc j'en profite également pour remercier Ulrich Rodrigo qui a suivi ce projet depuis longtemps et qui nous a bien aiguillé sur cette délibération. Merci, en effet, à l'ensemble des services. Je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Très bien. Beau projet pour les Béglaises et les Béglais. Délibération numéro 2, Xavier Marie-Fédou, parc de la Maille de Bernay, acquisition-cession. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit ici dans cette délibération d'une acquisition-cession. Donc, sur le plan des acquisitions, effectivement, il y a le petit bois de la Maille de Bernay que vous connaissez certainement, voilà, qui est situé donc au cœur entre les voies de l'avenue Jules Guesde, de la rue du Maréchal Foch, de la rue Ambroise Croizat et de la rue de la Maille de Bernay. Voilà, et donc ce petit bois fait l'objet d'un intérêt croissant de la part de la population et donc de façon à ce que chacun et chacune des Béglaises et des Béglais puissent en bénéficier, eh bien nous avons pu négocier avec Villogia qui se trouve être propriétaire actuel de cette parcelle pour pouvoir donc la donner au public pour une valeur de 200 000 €. À cela s'ajoute aussi l'acquisition de propriété Villogia sur le parking de l'avenue Jules Guesde au numéro 2, c'est-à-dire tout proche de la place du 14 juillet, à l'arrière donc de l'ancienne trésorerie qui est aujourd'hui la ZAC. Donc il y a sur cette parcelle des parkings ouverts, mais 4 parkings
fermés, enfin 4 garages fermés plus exactement. Et donc 3 de ces garages étaient propriété de Veolia et ils sont prêts à nous les céder pour une valeur de 56 000 €, ce qui nous donne maintenant la maîtrise pleine et entière de cette parcelle. Et donc cela représente un total de 256 000 € pour l'acquisition de ces parcelles. En contrepartie, nous avons un bien qui se situe sur la rue Alexis Capel, au numéro 48 si je ne me trompe. Voilà, et donc qui est propriété de la commune. Et dans le cadre donc de l'aménagement de cette avenue, et notamment sur cette parcelle fait partie du lot maîtrisé par Veolia, eh bien Veolia s'est trouvé intéressé par l'acquisition de ce bien et nous avons trouvé un accord pour que ce bien soit cédé pour une valeur de 256 000 €. Voilà. Donc, bien par ce jeu d'échange, nous pouvons donc à la fois acquérir le petit bois de la Maille de Bernay et les 3 parkings qui nous donnent donc la maîtrise pleine et entière de cette parcelle située donc entre l'avenue Jules-Guesde, la rue Calixte Camel et la rue maintenant de la République, puisque nous avions précédemment acquis le 3 de la République. Voilà, donc il vous est demandé de donner toutes les possibilités au maire pour pouvoir faire ces 3 transactions. Voilà, donc nous étions engagés à eh bien, faire en sorte que ce petit bois reste tel quel, et donc soit un petit poumon vert, un parc de proximité, voilà, pour la Maille de Bernay, mais au-delà plutôt de l'ensemble des riverains, et donc c'est chose faite. Donc c'est déjà ouvert au public, mais là, à terme, il faudra voir comment on peut l'aménager de manière un petit peu délicate, voilà, parce que c'est déjà très bien, peut-être l'entretenir un petit peu. Voilà. Donc nous allons acquérir ce terrain. Monsieur Bagat. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, nous sommes très très heureux parce que c'est du donnant-donnant avec Veolia. Vous vous souvenez que nous étions un peu arc-boutés sur ce projet pour récupérer ce bois avec des militants du quartier. Et c'était une très 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 bonne chose. Et vraiment, on se réjouit de pouvoir voter des 2 mains sur cette délibération. Et puis c'est aussi un bon avantage pour la mairie puisque ça nous permet de récupérer beaucoup de choses et en ne coûtant pas très cher puisque c'est un échange à un moment donné et ça fait gagnant-gagnant. Voilà, pour nous c'est formidable. Merci. Eh bien voilà, très bien, nous sommes tous d'accord, sachant que depuis toujours, ce petit bois n'était pas vraiment menacé, mais disons qu'il y avait des constructions qui étaient un peu proches du goût de certains, et donc on a trouvé un accord avec le propriétaire, le bailleur Veolia. Je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 3. Nadia Benjelloun Makali, Fête de la Morue 2025, organisation du concours et lancement de la campagne de partenariat. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc il s'agit en effet de la Fête de la Morue et en particulier notre concours traditionnel pour la création de l'affiche, mais également, ce qui est très important aussi, il s'agit aussi de lancer la campagne de partenariat. Donc nous sommes à la 29e édition de la Fête de la Morue, donc bientôt nous pourrons fêter les 30 ans. Et ça se déroulera le week-end du 6 juin, donc 2025. La thématique retenue sera donc le Portugal, avec laquelle nous avons des liens d'amitié et beaucoup de béglés d'origine du Portugal. Alors cet événement a lieu, comme vous le savez, en cœur de ville, avec un format en multisite, notamment le parc de la Maison municipale de la musique, le parc de la mairie ici même, la place du bicentenaire, et il y aura une montée en puissance aussi d'animation dans le cadre de la bibliothèque, notamment pour accueillir les plus jeunes, les jeunes enfants, les familles. Et aussi, on proposera des animations dans la rue Calixte-Camel et l'avenue du Maréchal Lattre de Tassigny. Donc, pour préparer cette fête et que l'événement se déroule bien, il s'agit donc, comme chaque année, de proposer donc, ce concours ouvert à tous, ce concours qui est très apprécié.
pour la création de l'affiche, et qui est vraiment un marqueur d'identité de cette fête, puisque ce visuel, après, on le retrouve déployé sur l'ensemble des supports de communication pour la promotion de l'événement. Et voilà, donc nous renouvelons aussi, d'ailleurs, ce qui est quand même plus récent, c'est depuis 3 ans la mise en place d'un vote par les habitants via la plateforme Je participe, ainsi qu'à l'accueil de la mairie avec une urne. Donc il y a un prix de 1 500 € qui sera décerné aux lauréats de ce concours. D'autre part, alors il y a aussi les produits dérivés qui sont aussi très appréciés, notamment la marinière aux couleurs de la fête de la morue, et qui est non millésimée, je précise. Voilà. Et donc il y aura aussi la possibilité de faire des habits de fête, mais des gourdes, des casquettes, des affiches, voilà, etc. Et la ville passe commande et bien sûr revend ses produits dérivés à coût coûtant, à la fois aux restaurateurs, mais aussi aux associations participantes. Les associations concernées par la tenue notamment des chalets d'accueil, qui se chargent, eux, de la vente du public et qui gardent le bénéfice pour leur projet, comme par exemple l'association de prévention spécialisée de la ville. Voilà, et donc la campagne de partenariat, il s'agit, comme chaque édition, de faire participer financièrement les acteurs économiques béglés, c'est très important. Et donc, pour ce faire, nous déléguons cette mission à un prestataire. Voilà. Donc, il s'agit, avec cette délibération, de lancer le concours pour la réalisation de l'affiche et de reconduire l'opération habits de fête et d'autoriser la campagne de partenariat. Donc, voilà, donc si vous en êtes d'accord, on vous demande de voter pour cette délibération. Merci, chers collègues. Donc à nouveau, ça sera une belle fête populaire, voilà, qui réunit toutes les Béglaises et les Béglais, toutes les générations, les anciens, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes, sous le thème du Portugal, comme ça a été dit, où nous allons signer un traité d'amitié, comme cela a été annoncé, avec la ville du Portugal, Arcos de Valdevez. Mais nous allons y revenir ultérieurement. On a un petit peu de temps pour organiser cela. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non, je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Merci beaucoup. Alors, Madame Nadia Benjeloun Makali, à nouveau. Tarification des publications du musée de la création franche, révision du prix de vente de la revue semestrielle et principe de remise aux libraires. Oui, donc le musée de la création franche, je vous rappelle qu'il est reconnu musée de France depuis 2023, actuellement bien sûr fermé. Et donc la collection a déménagé ainsi que le service. Mais les équipes du musée sont toujours très actives en proposant des parcours, notamment d'éducation artistique et culturelle aux scolaires. Ainsi, 2500 enfants par an sont associés à des parcours artistiques, notamment sur le temps scolaire, avec un dispositif nomade où des œuvres sont amenées directement dans les établissements scolaires. Les enfants, ça leur permet aussi de découvrir différentes formes artistiques qui sont donc au musée et sont amenés aussi à produire des créations qui font l'objet d'une exposition annuelle. Et donc c'est avec l'Éducation nationale, le rectorat, qui a proposé ce dispositif qui s'appelle Regarder créer dans le cadre de l'action musée à l'école. Je dois dire par exemple que des structures aussi telles que le CESAD Pro de l'ADAPI, qui accueille des adolescents et des jeunes adultes aussi en situation de handicap, apprécient aussi particulièrement la découverte des collections du musée. Et ce qui est dit, c'est que ça favorise notamment l'expression des émotions, des sentiments. Ces projets s'adressent aussi à des jeunes en insertion professionnelle. Un projet aussi d'atelier d'écriture va être prochainement proposé avec le lycée professionnel de Bègles et une classe de CM1 de Ferdinand Buisson de l'école. Des expositions hors les murs ont lieu très régulièrement, avec par exemple, il y a eu il y a un an un parcours de toutes les bibliothèques de Bordeaux, il y a eu des expositions bien sûr à la bibliothèque de Bègles. Des projets transversaux aussi sont à noter avec les services de la ville et partenaires, associatifs notamment. Cette activité de médiation et d'exposition se fait tout en maintenant la mission principale du musée d'acquisition et de conservation des œuvres. Alors, le chantier de rénovation a démarré en septembre dernier, là juste il y a peu de temps, et doit durer 18 mois.
Donc c'est une nouvelle phase de travail qui commence pour l'équipe du musée, celle de préparer finalement la réouverture au premier semestre 2026. Alors je rappelle que le musée aussi a une nouvelle identité visuelle, qui travaille avec le service communication aussi pour une refonte de son site internet, et la maquette aussi a été revue, la maquette de la revue semestrielle. Et depuis 2002, le tarif n'avait pas évolué, donc cette refonte va permettre de moderniser la revue pour en changer le format et en augmenter le nombre de feuillets. Et donc c'est l'occasion aussi, avec sa délibération, d'ajuster son tarif au coût réel de fabrication qui reste quand même fixe. Voilà, et donc il s'agit là de passer au prix unitaire de 10 €. Alors je crois qu'avant c'était 8 €. Et donc ça concerne le prochain numéro qui est le 61 qui sera apparaître en décembre. Et j'en profite pour vous parler aussi du catalogue que vous avez là à côté de vous, du musée de la création franche, le catalogue du projet Extension Rénovation, qui est un magnifique objet avec des œuvres aussi. Voilà, vous pouvez les découvrir aussi avec cet objet-là, donc qui vous permet de détacher aussi certains feuillets pour découvrir donc un certain nombre d'œuvres. Et donc vous avez vraiment des éléments, des points essentiels de ce projet. Je dois dire que c'est un très beau travail qui a été fait par l'équipe du musée, par sa directrice Hélène Ferbos, et vous verrez, c'est vraiment très, très agréable. La mise en page aussi est très belle. Voilà. Par ailleurs, par rapport à la délibération, il s'agit aussi d'approuver le principe de remise confraternelle de 30% qui est appliqué aux libraires et partenaires du musée contribuant à la diffusion de ces publications. Voilà, donc ceci étant exposé, il vous est demandé de bien vouloir, si vous en êtes d'accord, d'adopter cette délibération concernant ce changement. Vous avez l'annexe aussi, où vous avez une grille de tarification. Merci, chers collègues. Donc voilà, c'est à coût réel, hein, on ne fait pas de bénéfices, mais ça permet de diffuser voilà, les belles œuvres du musée de la création franche. Voilà, les 20 000 œuvres de la collection qui est unique en France, même pratiquement en Europe. Voilà. Donc on est très fiers de ce musée. Comme vous l'avez dit, le chantier se passe bien et on espère une réouverture en 2026. Voilà, pour ce beau musée. S'il n'y a pas de prise de parole, nous passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc abstention du groupe Espoir Begley. Qui vote contre? Personne. Délibération adoptée. Délibération numéro 5, Xavier Marie Fédou en absence d'Olivier Goudichaud. Procédure d'évaluation du plan local d'urbanisme 3.1, avis de la commune. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, vous le savez, le PLU a été conçu de manière à atteindre un équilibre 50-50 entre espace naturel et espace urbain, afin de garantir un cadre de vie des plus agréables. Il se décline selon 5 orientations générales que je me permets de vous rappeler. Premièrement, agir sur la qualité urbaine en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales. Deuxièmement, respecter et consolider l'armature naturelle de la métropole tout en anticipant les risques et préservant les ressources. Troisièmement, mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville. Et puis poursuivre le développement d'une offre en déplacement en cohérence avec l'ambition métropolitaine. Et enfin, concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance. Pour pouvoir illustrer quelque peu ce propos et sans vouloir non plus vous assommer trop de détails, en matière de synthèse de cette analyse, on peut retenir qu'en matière d'habitat, de démographie, et malgré les efforts réglementaires introduits par la 11e modification afin d'encourager la production de logements locatifs conventionnés et en accession sociale, le contexte immobilier n'a pas complètement permis d'atteindre l'ensemble des objectifs visés. En matière de consommation des sols, les outils introduits ont contribué au maintien de l'équilibre entre espaces urbanisés et non artificialisés, avec notamment une diminution du rythme de l'artificialisation par rapport à la période précédente, moins 34%.
En matière de nature et d'agriculture, les espaces concernés ont été davantage protégés, classement d'arbres, inscription d'espaces boisés classés, zones humides identifiées, permettant aussi de limiter la consommation d'espaces agricoles sans pour autant permettre la déprise agricole constatée sur le plan national. En matière d'environnement, la pression sur les nappes s'est accrue, plus 11%, et malgré une régression des gaz à effet de serre, moins 18% pour ceux issus des transports et moins 17% pour ceux issus du secteur résidentiel, il est constaté une augmentation des polluants atmosphériques issus des transports routiers. En matière de mobilité, les objectifs ont été en grande partie atteint, voire dépassé en matière de voitures et de marche. La part du vélo reste inférieure à l'intention, mais elle est en progression et la part modale des transports collectifs est quasiment à l'objectif. Enfin, en matière d'économie et de commerce, la création d'entreprises et le nombre d'emplois n'ont cessé de croître et le secteur connaît globalement une dynamique positive. Voilà, ceci donc étant exposé, il vous est demandé de prendre acte de cette analyse et de donner un avis favorable sur les résultats de l'application de ce PLU 3.1 de Bordeaux Métropole. Merci, chers collègues. Bon, c'est un avis qui est demandé à l'ensemble des communes composant la métropole. C'est obligatoire, c'est la législation. PLU 3.1 parce qu'en fait, c'est à la fois l'urbanisme, le logement et la mobilité. Alors, c'est un PLU qui est un peu daté, hein. Ça remonte un peu, mais c'est 2016, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Thomas. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Effectivement, on sait qu'on est sur un processus réglementaire. Pour autant, effectivement, on a une bonne vision de l'application du PLU à l'échelle métropolitaine, mais ce qui nous trouvons un peu dommage dans ce type de document, c'est qu'il n'y ait pas un extract sur comment ça s'est passé sur Bègles au niveau de l'évolution des différents paramètres. Voilà, nous n'en dirons pas plus, mais c'est un regret. Eh oui, mais c'est un document métropolitain. Après, on peut faire remonter à la métropole que dans l'annexe PLU, il y ait une déclinaison municipale. En effet, hein, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. On peut faire remonter cette remarque. C'est jeudi. D'accord. Ah oui, la commission est jeudi, d'accord, de la métropole, où tu sièges. Je propose de passer au vote, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc Christian, tu pourras faire remonter cette demande en commission. Voilà. Alors, délibération numéro 6, Monsieur Fédou, Bordeaux Métropole, plan en faveur du logement et accompagnement des communes. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, dans le cadre de ce plan d'action, la métropole propose à ses communes membres un dispositif visant à maintenir des objectifs de production de logements neufs compte tenu des besoins importants identifiés sur le territoire pour accueillir une nouvelle population et celle déjà présente. Le versement de cette contribution métropolitaine est soumis au respect des objectifs quantitatifs et de mixité sociale du programme local de l'habitat, PLH, traduit dans le volet A Habitat du PLU 3.1 dont nous venons de parler à l'instant dans la délibération précédente. Donc actuellement, la construction des nouveaux logements sur Bègles est de 320 logements par an et dont 96 logements sociaux locatifs. Voilà, donc avec cette entente entre Bordeaux Métropole et la ville de Bègles, eh bien, la participation de la métropole prend la forme d'une subvention d'équilibre et d'équipement d'affectation d'un montant forfaitaire de 1 500 € par logement. Donc cela fera l'objet d'un calcul plus affiné au fur et à mesure que les constructions se réaliseront pour pouvoir atteindre peut-être un objectif de 500 000 € qui nous permettra d'envisager de participer à la construction d'équipements publics. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Ce qui est exposé dans cette délibération. Merci. Donc la métropole fait un effort très conséquent sur la production de logements. Il y a eu un plan d'urgence de 35 millions d'euros qui a été déclenché il y a quelques mois de ça pour aider notamment les bailleurs.
Mais c'est vrai que la construction est à l'arrêt en ce moment. Il y a très peu de projets qui sortent, du fait des difficultés d'accès au financement pour les particuliers, notamment, les coûts de construction également. Mais là, la métropole avait pris cet engagement avant le coup de rabot généralisé que propose le gouvernement dans les finances publiques territoriales. Donc la métropole, donc nous perdons 500 000 euros par an. La métropole, c'est 40 millions d'euros. Donc je ne suis pas sûr que ce plan en faveur du logement aurait été voté tel quel il y a en ce moment. C'est-à-dire, ça a été voté il y a quelques mois de cela. C'est pour aider les communes, en fait, parce que quand on accueille des logements, on accueille des habitants et donc des services publics associés, comme l'a très bien expliqué Xavier Marie, à savoir qu'il faut construire des écoles, des crèches, et puis le reste des services publics, sport, culture, lien social. Voilà, donc la métropole aide en fait les maires qui s'engagent à trouver des solutions. Donc nous nous inscrivons par cette délibération dans cette logique. Voilà, continuer à accueillir des habitants et notamment, vous l'avez vu, du logement social locatif. Je vous rappelle qu'il manque, il y a 1000 dossiers en attente au CCAS de Bègles pour du logement social. On doit être aux alentours de plus de 40 000 sur la métropole et plus de, je crois, 60 000 sur le département de la Gironde. Alors après, il y a des dossiers qui sont multiples, mais ça prouve quand même la crise du logement que nous connaissons actuellement, notamment sociale. Y a-t-il des prises de parole? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Fédou, SPL, la fabrique de Bordeaux Métropole, rapport d'activité 2023, et celles et ceux qui sont au conseil d'administration seront, comme on dit, déportés, joliment en français. En tout cas, ils ne pourront pas participer au vote. Voilà. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit de vous présenter très brièvement ce rapport d'activité 2023, dont les chiffres sont les suivants de matière synthétique. Chiffre d'affaires s'élève à 15 443 030 euros. Le résultat net bénéficiaire est de 62 010 euros et les capitaux propres de la société s'élèvent à 2 743 000 euros. Et les dettes sont de 37 063 euros. Ce que l'on peut retenir, c'est que courant 2023, il y a eu un point d'attention tout particulier sur la réalisation d'un bilan carbone. Et je voulais aussi vous tenir informé, puisque vous souhaitiez avoir des informations tout à l'heure à propos du PLU sur ce qu'il se faisait à Bègles. Eh bien, je peux vous donner quelques informations concernant la FAB sur la ZAC de la route de Toulouse. Donc, le contexte international a largement pesé sur la mise en œuvre opérationnelle du programme d'aménagement de la ZAC route de Toulouse. Les retards liés à la crise sanitaire et à l'augmentation significative des coûts des matériaux ont nécessité un travail complémentaire très important sur les dossiers initiés avant 2020. À ce jour, les projets des îlots CA1, Laboro et CA3, pour un total d'environ 350 logements, sont en cours d'examen pré-opérationnel. Une ambition forte est portée sur l'impact environnemental de ces programmes, avec un regard appuyé sur le bilan carbone, la renaturation des sites et la promotion des mobilités actives. Voilà, ceci étant dit, eh bien, il s'agit de prendre acte de ce rapport d'activité 2023 de la FAB. Merci, chers collègues. Voilà, c'est une des rares ZAC intercommunales que nous avons avec la ville de Villenave-d'Ornon. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Il n'y a pas de vote? Ah ben on prend acte alors. Bon, s'il n'y a pas de vote, nous prenons acte à l'unanimité. Très bien. Merci, chers collègues. Alors, délibération numéro 8. Xavier Marie-Fédou. Adhésion de la ville de Bègles au groupe Agence France Locale et engagement de garantie, première demande. Voilà, donc mes chers collègues, monsieur le maire, donc vous savez que dans le cadre du PPI, nous allons avoir recours à l'emprunt, que donc nous avons fait des consultations auprès d'établissements bancaires traditionnels, mais nous avons souhaité élargir cette consultation vers un organisme qui s'appelle l'Agence France Locale. Cet organisme a été créé par et
pour les collectivités territoriales, donc pour permettre de constituer des capitaux qui permettent ensuite d'être mis à disposition des collectivités telles que la nôtre. Et donc nous avons fait des démarches pour pouvoir bénéficier des avantages de cet organisme de prêt, parce que en termes de taux, c'est celui qui est dans l'ensemble des cotations que nous avons pu faire le mieux placé. Et donc il y avait des avantages à la fois vertueux, puisque on sort du système bancaire traditionnel, mais aussi de pouvoir bénéficier de taux plus accessibles. La condition pour pouvoir bénéficier de ces taux et de ces emprunts, eh bien, c'est l'objet de cette délibération, c'est de rentrer au capital de l'agence France Locale, puisque c'est une condition incontournable. Cette donc, contribution au capital est calculée sur les recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 0,3% de ces recettes réelles de fonctionnement sur l'exercice de 2022. Et il a été donc établi que la souscription s'élèverait à 119 700 €, mais que nous pouvons planifier sur 5 ans, donc à hauteur de 24 000 € par an pour les 2 premières années et 23 900 € pour les 3 années suivantes. Il faut dire que cette participation au capital est une seule fois et que nous pourrons après recourir autant que nécessaire à des demandes d'emprunt sans avoir besoin de contribuer de nouveau à la constitution de ce capital. Voilà, donc l'objet de cette délibération, c'est de permettre à Monsieur le maire de pouvoir signer les documents afférents à cette prise de capital, donc dans l'association France Locale. Très bien, merci d'avoir explicité cette délibération un peu technique et complexe. Monsieur Michrafi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, il y a pas mal d'avantages dans cette adhésion-là. Cependant, il y a aussi quelques, je dirais, risques. Il y a un risque financier, c'est que l'engagement de garantie première demande donc, peut être perçu comme un risque important, parce qu'en cas de défaillance, il ne faut pas oublier d'un autre membre des groupes, la commune pourrait être sollicitée pour honorer des garanties. Ça, c'est le premier, je dirais, le problème qui peuvent. Deuxièmement, cette adhésion nous empêchera, ou en tout cas, elle pourrait limiter la flexibilité de la commune à explorer d'autres sources de financement, peut-être qui seraient potentiellement plus avantageux. Puis il y a une complexité administrative qui est aussi, donc il y a une charge de boulot pour les services municipaux, qui vient s'ajouter, parce qu'il y a non seulement la gestion des relations, mais il y a le suivi des engagements, etc. Tout cela. Vous avez parlé donc que vous avez regardé les taux, etc. Et vous n'avez pas donné un petit peu quel serait le taux, donc finalement qui serait donc alloué à notre commune, puisque les taux quand même tournent autour en 2024 donc sur pratiquement 3,25, 3,45% dans le secteur de l'immobilier. Est-ce que vous êtes arrivé à obtenir des taux qui sont beaucoup plus je dirais, intéressant et beaucoup plus que ces taux-là. Et puis, je suppose que vous avez bien réfléchi à tous les risques. Donc, Alors, merci. Merci pour ces questions. Donc, je tiens à préciser qu'en faisant le choix de participer au capital donc, de l'agence France Locale, n'exclut pas que nous ayons recours à l'emprunt avec d'autres organismes bancaires traditionnels. Il ne s'agit pas de faire un seul choix unique et exclusif, mais de pouvoir élargir la palette de ce qui peut nous être possible, comme faisant appel participe au capital. Il y a quand même 120 000 € qui est donné. Donc, je veux dire. Oui, mais donc le taux actuel, alors vous savez que les taux varient d'un mois sur l'autre actuellement et donc sont très fluctuants. Au mois d'octobre, on avait la possibilité d'avoir un taux à 3,23% sur 15 ans ou 3,38 sur 20 ans, et c'était donc le taux le plus performant sur l'ensemble des banques que nous avons consultées. La deuxième banque venant après ces taux, c'est le Crédit Coopératif.
qui était à 3,35 sur 15 ans et 3,45 sur 20 ans. Donc on avait quand même une possibilité d'avoir donc un taux plus avantageux, et sur donc le capital que nous allons donc verser, eh bien nous avons fait le calcul que en faisant un emprunt de 6 millions d'euros sur 15 ans, avec la marge donc plus intéressante, eh bien nous avions le retour sur investissement donc de cette mise de 119 700 euros. Voilà, donc ça a été vérifié et calculé. Ensuite, nous aurons bien sûr d'autres besoins, et il n'est pas forcément dit que nous serions toujours sur le choix de l'agence France locale, mais peut-être d'un autre organisme bancaire qui pourra se trouver être mieux, avoir de meilleurs taux au moment où nous solliciterons d'autres emprunts. Aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir s'ouvrir la porte à ces possibilités-là, et nous avons donc vérifié que c'était avantageux pour nous, pour la ville, et donc en plus de pouvoir participer à ce capital, c'est aussi donner la possibilité à d'autres collectivités territoriales de faire des emprunts pour leurs besoins propres, et donc c'est participer à une mutualisation et à un pot commun qui me semble être tout à fait vertueux. Merci. Oui, tout à fait. Hein, c'est une banque publique de développement créée par des collectivités territoriales pour des collectivités territoriales. Donc c'est et qui en plus propose des taux les plus bas. Donc moi j'y vois que les avantages. Ça permet de rembourser en fait le capital lors du premier emprunt, et après nous en aurons d'autres qui auront des taux plus bas à coût réduit. Voilà. Monsieur Bagat. Je vais poser une question, peut-être qu'elle est stupide pour vous, mais moi je ne suis pas dans les banques. Est-ce que ça a un rapport avec la Banque des Territoires? Ou est-ce que c'est complètement en dehors de la Banque des Territoires? Celle qui est garantie par la Caisse des dépôts et consignations. C'est une question que je pose parce que il y a quelque chose, il y a un mécanisme, j'ai beau chercher et j'ai relu plusieurs fois, je n'ai pas tout compris. Est-ce que ça a rapport, oui, non, avec la Banque des Territoires? Parce qu'on évoque, à un moment donné, on dit Banque des collectivités. Je ne sais pas si c'est volontaire, pas volontaire, et je n'ai j'ai aucun préjugé. Hein. C'est simplement, je veux comprendre. Et est-ce que nous sommes dans la Caisse des dépôts est partie prenante, venant apporter garantie ou pas? Alors, je peux permettre de répondre. C'est que c'est deux organismes différents. Voilà. La Banque des Territoires, en effet, c'est une direction de la Caisse des dépôts qui a une action spécifique vis-à-vis des territoires sur des sujets spécifiques. Et ça, l'agence France locale, c'est aller chercher du crédit pour l'investissement des collectivités territoriales. Voilà. Et là, il n'y a pas d'avantage avec l'ajustement? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller chercher du crédit pour l'investissement à la Banque des Territoires. Je ne pense pas que ce soit son rôle. Sous contrôle des sachants. Hein. Voilà. Oui, ça doit être ça. Alors, je propose de passer au vote, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9, Monsieur Fédou, décision modificative numéro 2 du budget. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme vous le savez, chaque année, eh bien, nous avons une délibération concernant donc des modifications liées au budget voté donc au mois de mars. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons dû faire donc quelques ajustements. Je ne vais pas vous accabler de chiffres. Je vais vous donner quelques exemples donc de ce qui a pu bouger par rapport à ce qui avait été imaginé au mois de mars et ce qu'il en est aujourd'hui. D'abord en matière donc d'investissement. Dans les dépenses, eh bien, nous avons eu une révision de niveau de service par les attributions de compensation d'investissement versées à Bordeaux Métropole à hauteur de 10 654 €. Et puis, nous avons aussi 24 000 € dont je viens de vous parler pour la première tranche de l'entrée au capital de l'agence France locale et 2 000 € de prise de part sociale à Autocool Cities, le système de location de véhicules qui est déjà bien implanté sur Bègles et qui nous permet comme ça de rentrer au conseil d'administration de Cities.
Du côté des recettes, eh bien, nous pouvons noter que un plus de 54 116 euros qui vient amender donc ce qui était prévu initialement pour Bordeaux Métropole à hauteur de 500 000 euros. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui vient donc s'ajouter à nos recettes. Du côté donc du fonctionnement et des dépenses, eh bien, il y a 14 000 euros d'ouverture de crédit pour un indu d'une recette de la CAF qui n'était pas donc identifiée. 139 319 euros de révision de niveau de service par rapport au fonctionnement des attributions de compensation avec Bordeaux Métropole. Et puis 50 000 euros pour une augmentation des prix des matières premières et de plus de repas servis au niveau de la cuisine centrale municipale. Et enfin, par contre, une bonne nouvelle, c'est pratiquement moins 100 000 euros dû à la baisse de l'enveloppe des fluides par une économie d'énergie mise en place et qui impacte notre consommation. Et je tiens là à remercier à la fois l'ensemble des services techniques qui ont su trouver des solutions pour pouvoir baisser notre consommation d'énergie et les efforts réalisés par les agents aussi pour pouvoir participer au succès de cette entreprise. Voilà, et côté des recettes de fonctionnement, eh bien, nous constatons 90 612 euros d'ajustement d'un bonus des territoires à LSH maternelle par la CAF. Voilà les grandes lignes de ces modifications budgétaires. Merci. Donc ça reste des décisions modificatives techniques et mineures au vu du budget de la ville. Non, pas de prise de parole, donc je passe au vote. J'ai une prise de parole, monsieur Meshrafi, allez-y. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, il y a une baisse donc d'énergie et d'électricité qui est de 98 000, pratiquement 100 000, qui est due donc à une baisse de consommation, mais elle est due aussi, il ne faut pas oublier, qu'il y a quand même l'électricité, le prix de l'électricité a baissé pratiquement de 12% sur le premier semestre 2024, et le gaz a baissé pratiquement de 8%. Donc, il faut saluer effectivement l'effort des services, mais n'oublions pas quand même qu'on est dans une période quand même qui est favorable. Deuxième remarque, effectivement, on a gagné 100 000 euros donc, dans l'électricité, mais c'est vrai que l'alimentation a augmenté de 50 000, donc ça a plombé un petit peu ça. Mais surtout, c'est ce compte de 62 876 qui est le remboursement des frais à un GFP donc de rattachement. Alors là, on passe de 59 000, grosso modo, à pratiquement 139 000 euros. Donc c'est une somme qui est très importante. Et c'est une vraie explosion que j'ai du mal à comprendre, d'autant plus que l'année dernière, donc vous voyez, donc en 2023, il n'y a pas eu ce poste-là. Il n'y a pas de trace sur ça. Il y a trace à ce poste en 2022, mais pas en 2023. En 2022, donc le montant est en principe, c'est un montant quand même très important, puisque le compte général 628, il est souvent utilisé comme un compte fourre-tout, quoi. Et donc, ma question donc, est très très simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 39 000, pratiquement 140 000 euros donc, d'explosion? C'est quoi? Parce que bon, Alors, il y a eu un gros travail de fait sur la performance énergétique, donc qui nous a permis de continuer à faire donc des évolutions en matière de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à un coût, quelque part. On peut gagner d'un côté, mais il faut quand même, sur le long terme aussi, mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir continuer à faire ces économies d'énergie. Et puis, nous avons eu aussi des travaux très importants sur le plan numérique et des systèmes d'information, sur des câblages qui ont été faits ici dans l'hôtel de ville et qui représentaient des coûts assez conséquents. Et c'est pour cela que maintenant, on se le retrouve, bien sûr,
sûr dans des sommes qui n'étaient pas forcément prévues, mais il fallait améliorer tout le système de réseau informatique de l'hôtel de ville qui était déficient et qui devenait obsolète. Donc c'est un travail qui est conséquent. Vous avez dû certainement voir des techniciens qui passaient des câbles et des câbles dans la mairie qui ont été complètement renouvelés. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. Ben, il fallait attendre. Quand même, de savoir... c'est des investissements qui sont quand même, je C'est dirais du qu'ils fonctionnement, sont préparés dans le temps. C'est du fonctionnement, c'est pas de Donc, l'investissement. non, mais ce sont des dépenses, donc effectivement de fonctionnement, mais là, nous parlons sur un petit poste, hein, donc, parce que dans les divers, il y a quand même une quantité importante. Hein, il y a les remboursements à la collectivité de rattachement, au budget annexe et au régime municipal, au CCAS, à la caisse école, enfin, tout ça. Mais parmi tous ces petits comptes, ben, vous avez donc ce compte-là où j'ai fait. Je pense qu'on pouvait prévoir cette dépense qui arrive à un moment où c'est dommage. On a gagné 100 000, mais finalement, on va sur autre chose, quoi. Surtout que l'année dernière, il n'y avait rien, quoi. Ce poste était inexistant, quoi. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu les mêmes travaux qui ont été réalisés. C'est pas comparable. Voilà. Bon, c'est conjoncturel. Après, les efforts que nous faisons sur les fluides, l'énergie, notamment l'électricité surtout, ça, on va les avoir tous les ans. Hein. Ils vont se répéter. Hein. Donc, c'est très bénéfique, à la fois pour les finances municipales et également pour le climat. Et nous sommes attachés au service de la métropole, hein, où il y a des énergéticiens qui viennent épauler fortement les services. Monsieur Wallet. Oui, pour compléter les propos de Monsieur le maire, justement, on est accompagné par les services de la métropole pour diminuer nos consommations, que ce soit eau, électricité, gaz. Et on a des académiciens du climat dans chaque service, ce qui nous permet, donc des agents de la ville, qui nous permet d'avoir un échange quotidien justement sur les pratiques et les améliorations à réaliser. Et au-delà de ce suivi du quotidien, il y a également des rénovations des bâtiments. Et tout ça nous a permis, notamment l'année dernière, de faire 11,3% d'économie sur l'électricité et 12,3% d'économie sur le gaz. Et tout ça, c'est des chiffres qui ont été calculés par les services de la métropole en se décorrélant de l'inflation ou de la... Voilà. Donc c'est décorrélé du prix du marché. Voilà, donc on fait un effort très conséquent, hein, qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. On tangente le million d'euros en fait, hein, en économie. Hein, donc c'est vraiment important. Donc les efforts payent. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 10, Madame Marie-Laure Pirot. Adhésion à Cap Métier, Nouvelle-Aquitaine 2025. Oui, monsieur le maire, chers collègues, cette délibération, en fait, intervient dans un contexte où la situation économique se durcit, avec un chômage qui augmente légèrement. Et le service vie économique emploi a l'opportunité d'adhérer donc à Cap Métier, Nouvelle-Aquitaine. Donc Cap Métier, c'est l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi, créée en 2018 par la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'appui de l'État et de l'ensemble des partenaires économiques et sociaux régionaux. Alors la vocation de Cap Métier, c'est de fournir des informations aux professionnels et au grand public sur la formation, l'emploi, l'orientation vers les métiers, d'observer et d'analyser la relation formation-emploi et ses évolutions dans les territoires, d'outiller et professionnaliser les acteurs de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de l'emploi pour répondre aux demandes de leur public et de développer un appui et une expertise auprès des financeurs et des partenaires. Donc, la caractéristique de cette agence, c'est de reposer sur une approche métier en liaison avec les besoins de l'économie, des territoires et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour une cotisation annuelle de 100 €, la ville pourra bénéficier, ainsi que pour l'ensemble de ses établissements, des actions du programme régional de professionnalisation qui s'appelle Parcours Pro. Donc Parcours Pro, c'est à destination des professionnels pour les accompagner à l'évolution de leurs pratiques et pour permettre à leur structure de répondre aux enjeux régionaux et nationaux de demain. Donc
Une adhésion à Cap Métiers représente ainsi un soutien quant à l'élaboration et à la mise en œuvre de notre politique en faveur de l'orientation, la formation professionnelle et l'emploi pour les Béglaises et les Béglés. Donc il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir approuver l'adhésion à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine d'un montant de 100 € annuel au titre de l'année 2025. Merci, chers collègues, pour un montant de 100 €. Voilà, donc tout ça pour 100 €, je pense que c'est plutôt intéressant. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 11, Monsieur Chauvet, adhésion à l'association CPCV Sud-Ouest. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Effectivement, c'est une délibération qui donc concerne l'association CPCV. CPCV, c'est un acronyme un peu barbare qui veut dire Coordination pour promouvoir les compétences et le volontariat. Cette association travaille dans le champ d'éducation populaire. L'association donc bénéficie d'un agrément de service civique délivré par la DRAJES, que vous connaissez, hein, c'est la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'environnement et au sport. Cette association accueille et gère notamment la mise à disposition de volontaires en service civique réalisant leur mission. L'accueil et la mise donc à disposition des volontaires s'effectuent conformément aux dispositions du titre 1 bis du Code de service national, en particulier un article que vous avez dans la délibération. La ville de Bègles accueille déjà des volontaires en service civique par le biais d'un conventionnement avec un autre organisme afin d'étoffer l'accueil de volontaires en service civique dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. La ville de Bègles souhaite conventionner avec l'association CPCV Sud-Ouest. Pour cela, la ville doit adhérer à l'association et régler une cotisation annuelle à compter de l'année 2024. Cette cotisation, je n'ai pas copié sur Marie-Laure Pirotte, est également de 100 €. Voilà, donc le projet, ce serait d'accueillir jusqu'à 3 volontaires en service civique par an. Et on vous demande donc d'autoriser, monsieur le maire, d'effectuer donc tout acte pour adhérer à cette association. Merci. Merci, chers collègues. Je propose de passer au vote, s'il n'y a pas d'intervention, pour accueillir plus de services civiques sur la ville de Bègles. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Fédou, encore 3 délibérations, c'est votre conseil. Premier versement de la subvention au Centre communal d'action sociale. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, comme tous les ans, à cette époque de l'année, pour pouvoir assurer la continuité de service de nos établissements publics, il nous est demandé donc de voter une délibération permettant donc de dégager 25% du budget de subvention de l'année 2024 sur le premier trimestre 2025. Donc en 2024, la subvention allouée au centre d'action sociale de Bègles était de 1 460 000 €. Et donc 25% de cette somme représente 365 000 € que donc nous demandons de voter ce soir de façon à pouvoir l'allouer au CCAS pour continuer à travailler sur le premier trimestre 2025 avant que nous ne votions le budget 2025. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. La même chose pour l'Estelle, chers collègues. Voilà, exactement la même chose pour l'Estelle. Donc je vous donnerai juste les deux chiffres. 870 000 € pour la subvention de l'année 2024 et 25% de ces 870 000 € représentent donc 217 500 € pour pouvoir travailler du mois de janvier au mois de mars inclus. Très bien, je propose de passer au vote. Qui est pour? Ah non, une intervention de Madame la Présidente de l'Estelle. Chers collègues, Christelle Baudret, à vous la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, je profite en tout cas de cette délibération pour à la fois souligner et apprécier la préciosité du Centre social culturel l'Estelle, notre établissement public administratif, réellement qui se veut au service de notre politique publique à la fois de solidarité alimentaire et de cohésion sociale.
Voilà, rappeler que son périmètre d'intervention couvre l'ensemble de la ville, qui se veut au service donc de tous les Béglés, les Béglaises, qu'il est guidé réellement dans une intention à la fois de mixité sociale, de justice sociale, et surtout de pouvoir participer et contribuer à réduire des inégalités sociales sur le territoire. Peut-être dans les éléments saillants, très structurants, en tout cas 2024, voilà, puisque je voulais rebalayer rapidement. Cette subvention nous a permis à la fois de soutenir un été qui a été très positif, de par effectivement la conduite et l'accompagnement d'un oasis qui participe à accompagner des îlots de fraîcheur et qui se situe à Mussonville, donc dans lequel on va retrouver le bistrot solidaire pour lequel il y a eu plus de 400 repas servis. Ça a été 7 semaines d'animation qui ont été proposées, des soirées dans les quartiers, travaillées de manière très transversale avec le service de la vie culturelle et les autres services de la municipalité. Ce sont des séjours familles qui sont proposés, des sorties qui sont à la journée. Valoriser aussi sur cette année 2024 la montée en puissance et en tout cas l'utilisation du rez-de-chaussée de la Tour F. Voilà, je pense au quartier priorité de Maurice Torres, au quartier prioritaire de Maurice Torres et Goéland, pour lequel aujourd'hui cet espace de vie a trouvé son plein essor. Le Café de la Route au service plutôt Café de la Route, espace de vie sociale intercommunal, travaillé avec Villeneuve-d'Ornon, et là aussi qui se met au service à la fois de la ZAC et donc de Terre Sud. Voilà, en tout cas, les éléments peut-être très structurants de cette année 2024. Vous allez retrouver, pour faire un effet miroir, la ville de Bègles a refondu son site internet. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a un nouveau site internet avec un nouveau logo du Centre social culturel l'Estey qui est à disposition. Et puis, rappeler à quel point c'est un outil qui se veut agile, en permanence en adaptation à la fois aux besoins du territoire, mais aussi des Béglés et des Béglaises. Et je pense, puisque très prochainement, aujourd'hui dans la géographie des quartiers prioritaires, en 2024, ont été accueillis donc le quartier du Dora, pour lequel il y a des ateliers d'urbanisme et va se faire prochainement, en tout cas, une maison du projet, et pour lequel on va retrouver sur cette année prochainement en 2025, en tout cas une présence encore plus forte du Centre social culturel l'Estey et un accompagnement effectivement de cette maison du projet située en cœur du Dora. Voilà, donc simplement pour vous rappeler un petit peu ces éléments forts et en tout cas qui participent à la préciosité de l'accompagnement du centre social. Et puis, peut-être je laisse la parole à Nabil, mon collègue à la fois vice-président du centre social culturel l'Estey et surtout dans la singularité qui accompagne la compétence jeunesse de la ville. Merci, chers collègues. Merci, monsieur le maire. Pour compléter un petit peu les propos de Christelle, donc là, concernant le secteur jeunesse, ce que je peux rajouter, c'est effectivement, grâce à cette subvention, la montée en puissance de ce secteur jeunesse, avec comme particularité cette année, l'année prochaine, ça sera cette médiation et l'aller vers dans les quartiers prioritaires. Vous dire également que notre secteur jeunesse intervient dans toute la commune. Et vous rajoutez également la montée en puissance, et je remercie effectivement nos services concernant ce Festi-Jeunes, où effectivement il monte en puissance et il est créé avec et pour les jeunes. Et je rajouterai également l'intervention en pause méridienne dans les collèges. C'est une des particularités que nous avons effectivement sur notre commune, c'est que notre secteur jeunesse de l'Estey intervient entre midi et 2 dans les collèges et au lycée. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir remis en perspective le travail de l'Estey. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Enfin, dernière délibération avant la motion. Monsieur Fédou. Régularisation des admissions en non-valeur et des créances éteintes. Exercice 2024. Voilà, merci encore pour votre attention aiguisée pour cette dernière délibération, donc un peu technique, qui concerne donc les créances admises en non-valeur
et les créances éteintes. Donc les créances admises en non-valeur concernent des insolvabilités de débiteurs ou l'insuffisance de renseignements concernant les redevables. Nous avons fait donc un cumul entre 2012 et 2023. Nous en avons identifié pour un montant de 8 330,45 €. Qui dit créances admises en non-valeur ne veut pas dire qu'elles sont abandonnées totalement. Si nous obtenons des informations complémentaires, soit sur des adresses ou des biens en possession des débiteurs, eh bien, il y aura une demande de régularisation. Quant aux créances éteintes qui s'étalent de 2010 jusqu'à 2021 pour 830,52 €, là, elles sont abandonnées, mais il faut quand même les inscrire dans la comptabilité de façon à ce que nos comptes soient exacts et irréprochables. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'intervention. Non. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Donc, nous passons donc maintenant à la motion pour la défense des services publics locaux, comme dit en introduction. Donc 500 000 € en 2025, 500 000 € en 2026 et un demi-million d'euros en 2027. En fait, si on affine les calculs, ce qui ont été réalisés par les services cet après-midi, c'est plutôt 800 000 € en 2025, 400 000 € en 2026 et 400 000 € en 2027. Si la loi évolue pas d'ici là, donc ça fait 1,6 million. Donc c'est vraiment une charge très forte pour les Béglaises et les Béglais, prise de manière vraiment unilatérale par ce gouvernement qui est dans la continuité des gouvernements précédents depuis 2017. Un gouvernement confronté à une dette historique, une dette de la France. Nous sommes à plus de 6%. C'est un record. Et pourquoi cette dette? Eh bien, il manque des dizaines de milliards d'euros dans les caisses de l'État. À peu près 80 milliards d'euros, puisqu'il y a eu de très nombreux cadeaux fiscaux qui ont été faits, notamment la flat tax vis-à-vis des plus riches ou vis-à-vis des grandes multinationales. Malheureusement, nous avons Auchan, nous avons Michelin, des milliers d'emplois qui vont être supprimés, alors que ces entreprises, des fleurons français, au 440, eh bien, ont de très nombreux millions, dizaines de millions d'aides publiques. Et donc, effectivement, on doit se poser la question de où passe l'argent. La France est la 6e puissance mondiale en termes de richesse. Donc, nous avons collectivement beaucoup d'argent. Par contre, il y a un vrai problème de répartition des richesses, puisque les riches, et notamment les ultra-riches, s'enrichissent très rapidement, puisque les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine doubler en 7 ans pour passer de 25% à 45% du PIB. Donc c'est sans précédent dans l'histoire de la France. C'est cette concentration des richesses extrêmement importante. Et également, je l'ai dit, voilà, la France augmente et rentre dans le top 3 du classement mondial par nombre d'habitants, du nombre de millionnaires. Donc je n'ai rien contre les millionnaires, mais par contre, il y a un problème de répartition des richesses. Le débat en l'Assemblée nationale a montré qu'il y a des sources de financement, il y a des recettes à aller chercher, des recettes qui promeuvent la justice et l'équité fiscale et la justice sociale. Donc pour la ville de Bègles, je vous l'ai dit, c'est plus d'1,5 million d'euros de ponction, alors que nous avons un PPI, un plan pluriannuel d'investissement 2020-2026, de 85 millions d'euros, sans précédent. On en a discuté d'ailleurs dans ce conseil municipal, en parlant d'aller chercher l'emprunt pour pouvoir le réaliser. Et je rappelle que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public. Voilà, donc c'est vraiment très important. Et le fait de diminuer fortement le fonctionnement des villes, des départements, des agglomérations, des régions, eh bien, va venir impacter leur investissement, ou va venir aussi impacter fortement le fonctionnement des services publics. Alors, 500 000 euros, c'est quoi pour la ville de Bègles? Je vais donner quelques exemples. C'est le budget de la fête de la morue. C'est un tiers du budget des denrées de la cuisine centrale. C'est 97 places en crèche financées par la ville, que ce soit public ou via les associations, comme Sage ou 1, 2, 3 pouces.
c'est 2 ATSEM par école maternelle en moins. C'est 1/3 des subventions d'associations. Donc évidemment, on refuse de ces coupes franches du service public local. C'est pour ça que nous nous mobilisons. Nous ne souhaitons pas assister sans réagir à cet assèchement des collectivités territoriales. Évidemment, les services publics locaux, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je cite François Mitterrand, début des années 80. Et donc, les budgets des collectivités territoriales n'ont pas à être la variable d'ajustement d'un État mal géré. Voilà. Je le dis tel que je le pense. Et donc, nous nous mobilisons. Nous avons organisé une réunion publique samedi matin avec plus de 100 personnes. Moins de 100 personnes présentes, si on compte une centaine de personnes présentes, un certain nombre d'élus ici, bien sûr, ou sur un sujet quand même aride, le financement des collectivités territoriales. Les Béglaises et les Béglais ont répondu présent, des représentants d'associations, syndicaux, politiques, bien sûr. Nous affichons clairement, sans ambiguïté, notre opposition à ce budget par l'apposition d'un message sous la forme d'une bâche sur les grilles de la mairie. Et nous irons sur les marchés de Bègles, pour continuer à expliquer que cela va venir impacter la vie de tout un chacun, notamment le marché du mercredi matin et du samedi matin. Par ailleurs, je salue la dynamique collective des maires ruraux de Gironde, qui, lors de leur assemblée générale la semaine dernière, ont remis une pétition à monsieur le préfet, pour évidemment transmission au ministre et au Premier ministre. Et également, nous serons toutes et tous maires de France mobilisés, j'irai, au Congrès des maires, organisé par l'Association des maires de France, le 19, 20 et 21 novembre prochain. Donc je porterai votre voix, évidemment, pour dire que cette situation n'est pas du tout acceptable en l'état. Et il y a d'autres solutions qui existent. Donc vous avez donc cette motion qui vous est soumise pour pouvoir... évidemment la voter. On vous a transmis sur table une version un tout petit peu modifiée. Il y avait quelques coquilles de forme. Le fond ne change pas. Et donc nous refusons cette logique libérale. Nous refusons ce projet de budget 2025 qui vient impacter très fortement notre budget, notre fonctionnement, le service public béglais et notre plan pluriannuel d'investissement. Et nous appelons à une mobilisation massive de l'ensemble des élus locaux et des parlementaires. Qui souhaite la parole? Monsieur Boisvinet. Merci, monsieur le maire. Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité au choix austéritaire du gouvernement et nous sommes disponibles pour aider à la riposte collective. Par une bataille d'information d'abord, pour montrer à qui profitent les richesses créées par les travailleurs et les travailleuses de ce pays, et une large mobilisation, car ces choix concernent tout un chacun. Et au risque de surprendre, nous pensons que oui, il faut faire des économies. Mais pas sur le dos des salariés, ni sur celui des services publics. Il faut faire des économies et donc avoir des recettes nouvelles sur les 200 milliards d'exonérations fiscales qui ne profitent toujours qu'aux mêmes, alors que les Françaises et les Français voient, eux, tout augmenter et vivent de moins en moins bien. En ajoutant l'épouvantail de la dette, le gouvernement Barnier fait le choix politique de se soumettre aux injonctions de la Commission européenne et des fameux 3% de déficit public. Il feint d'ignorer que la véritable épée de Damoclès, ce sont les intérêts financiers de la dette qui approchent les 50 milliards d'euros en 2024, soit le 3e poste de dépense de l'État, derrière les aides aux entreprises et le ministère de l'Éducation nationale. Il fait le choix politique de maintenir les cadeaux fiscaux aux très grandes fortunes et les subventions publiques aux très grandes entreprises, sans aucune contrepartie ni aucun contrôle, notamment sur les subventions telles que le CICE ou le CIR. Les exemples de Michelin ou encore de Auchan ces jours-ci, mais aussi Sanofi avec l'affaire du Doliprane, nous éclairent sur ce jeu de dupes qui d'un côté montrerait des entreprises en difficulté et de l'autre tairait la hausse constante des dividendes versés à leurs actionnaires. Pour en venir sur la question des collectivités et de leurs dettes, rappelons dans un premier temps que la dette des collectivités n'a pas ou peu évolué depuis les 30 dernières années. Elle a même reculé légèrement ces dernières années. Et si on se penche sur cette soi-disant dette publique, je pense que nous pouvons sincèrement la qualifier de vertueuse. Car quand les collectivités territoriales investissent, ce n'est pas pour investir à la petite semaine dans des politiques fiscales avantageuses au profit des plus riches, mais c'est au service du bien commun, pour de nouveaux services publics,
pour de l'équipement, pour construire des écoles, des stades, des centres sociaux, des réseaux de transport en commun, des services publics qui, dans 50 ans, seront toujours là, au service des populations, et c'est pour cela que nous empruntons. Notre seule contribution à cette économie financiarisée se fait malgré nous au travers des frais bancaires et des intérêts que nous payons. Il y a là aussi à s'interroger sur la nécessité de la création d'un fonds public de soutien aux services publics et d'investissement aux collectivités qui puissent prêter aux collectivités à taux zéro. Nous le savons, les services publics sont utiles à tous et générateurs de 70% de l'investissement public. Ils ne sont pas seulement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, mais le patrimoine collectif de la nation tout entière qui protège des pans entiers de nos vies des logiques de marché et de concurrence. Et au passage, un patrimoine public dont profitent également les plus riches. Enfin, je ne peux pas aborder cette délibération sans parler de la réunion publique qui s'est tenue samedi matin à l'initiative de Monsieur le maire et de l'ensemble des élus. Plus d'une centaine de Béglaises et de Béglais ont répondu présents et ont pu mesurer la hauteur du danger. Oui, nos services publics communaux, départementaux et régionaux sont en grand danger. Cette réunion publique aura été utile car elle nous fait sortir de la seule mobilisation entre élus. Certes indispensable et utile, mais qui ne peut être suffisante. Être élu, un élu n'a que le pouvoir que les citoyens lui confient. Et cela ne suffit pas souvent. La mobilisation de toutes et tous pour construire un rapport de force pourra seul permettre des victoires face à cette injustice. Il nous faut donc dès aujourd'hui produire tous les gestes pour permettre une appropriation de cette bataille par le plus grand nombre et par tous les moyens aider à la mobilisation populaire. La motion pétition est un de ces gestes que nous produisons. Dans cette bataille, les Béglais peuvent compter sur les communistes et leurs élus et nous serons dès demain sur le terrain, dans les quartiers, pour défendre les services publics et faire signer lors de nos initiatives la motion que nous allons ce soir adopter. Merci. Marc Chauvet. Chers collègues, effectivement, cette motion nous paraît d'une utilité impérieuse. C'est l'action conjuguée de nos services municipaux et des services communs avec la métropole, mais aussi avec les associations, qui permet l'offre de services publics de qualité. On affirme souvent, effectivement, et vous l'avez dit, Monsieur le maire et Vincent, que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est François Mitterrand qui l'a dit. Il me semble qu'il a repris une phrase de Jean Jaurès. Donc c'est quelque chose qui doit être affirmé, notre attachement à ce modèle français de service de proximité. Mais, chers collègues, ces moyens ne seraient rien, chère Valérie et cher Vincent, sans le dévouement sans relâche et sans la compétence de nos agents, que je remercie ici vivement. Les Béglais sont conscients de cette richesse et il faut les soutenir, absolument. Il y a une autre richesse qui contribue grandement à ces services, ce sont les associations. Et sur Belgue, elles sont d'une vitalité remarquable et un complément formidable à l'action publique. En février 2023, une vaste enquête de l'Observatoire local de la vie associative faisait état de 690 associations actives et 40 nouvelles chaque année dans tous les domaines, sportifs, culturels, environnementaux, caritatifs, loisirs. Elles employaient 12 420 bénévoles, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez au niveau de l'action économique, et 1100 salariés, les finances publiques correspondant à 25% de leurs ressources. Notre commune aide ces associations par ses subventions, son aide logistique, par nos agents, par l'organisation, tu l'as dit, de la fête de la Morue, 500 000. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette ponction prévue, sans précédent, cette cure d'austérité, d'une rare violence envers nos services publics, est ainsi un danger très important en visant cette aide, ce soutien vital à nos associations. À l'heure où les valeurs d'entraide et de solidarité tendent à se désagréger, à l'heure d'un contexte creusant les inégalités, à l'heure où l'État se désengage, la fonction publique territoriale, la commune et les associations œuvrent pourtant pour le bien commun de proximité et sont les vecteurs essentiels du bien vivre ensemble et de la cohésion sociale, d'où encore, je le répète, l'impérieuse utilité de cette motion. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres prises de parole? Christophe Thomas. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, sur ce projet de loi de finances,
nous avons et nous partageons les mêmes points de vue sur les impacts que peut avoir un tel projet. Ce projet de loi de finances fait l'unanimité contre lui dans toutes les collectivités, des régions aux communes, et son position à ce projet de loi de finances est transpartisan, puisque tout bord politique se mobilise contre ce projet de loi de finances. Donc nous sommes d'accord, nous sommes conscients qu'effectivement c'est un grand péril pour les finances de la collectivité, sa situation budgétaire, ses projets, ses services, et quelque part, elle enfreint la libre administration des collectivités, ce qui, pour nous, nous pose un vrai souci. Donc ça, c'était sur le fond. Donc, sur la forme, nous restons un collectif. Nous ne sommes pas affiliés à un parti. Nous ne voulons pas porter des messages qui sont ceux de certains partis représentés ou pas ici, mais grosso modo, sur la plupart sur les 4 points, je pense qu'il y en a 3 qui ne nous posent pas de problème. Sur le premier, je pense qu'il n'était pas pertinent, en tout cas utile, dans le cadre de cette délibération, d'ajouter la logique libérale d'enrichissement des riches, etc. Ça, c'est un positionnement politique qui n'avait pas, à notre sens, lieu d'être ici vis-à-vis du conseil municipal. C'est des arguments qui peuvent tout à fait être portés et qui seront portés, et qui le sont, je le sais, puisque samedi, je l'ai entendu par le député Prud'homme. Pour autant, voilà, nous, on est complètement en phase sur le fond, sur les risques, sur les choix politiques nationaux n'ont pas lieu d'être ici, à notre sens. Voilà, c'est notre position de collectif. Donc, nous soutenons la forme, mais pas le fond, donc nous nous abstiendrons. Ah oui, on soutient le fond, pas la forme de cette première alinéa, pardon. En fait, dans le premier point, donc merci pour ces propos. Et dans le premier point, ce que vous ne souhaitez pas voir, c'est que l'affirmation de l'opposition à la logique libérale d'enrichissement des plus riches et des actionnaires et au projet de loi de finances. Si on allait directement affirmer son opposition au projet de loi de finances 2025, vous seriez plus confortable avec ça. Nous ne reviendrions pas sur ce qui a été mis dans certains paragraphes, oui, en fin de la première page. Mais voilà. Si en plus on peut les enlever, c'est mieux. Mais je vais pas être exigeant. Le dernier paragraphe qui est pourtant le gouvernement a d'autres alternatives, point. Ça nous suffirait, ce serait bien aussi. Et donc l'argent, vous allez chercher où? Je ne suis pas parlementaire, je ne vais pas entrer dans ce débat. Vincent Boisvinet. Alors, Idriss Bakkelouf. Merci, monsieur le maire. La proposition de loi de finances du gouvernement Barnier vient d'être présentée et elle soulève une inquiétude légitime au sein de notre commune. En effet, cette loi prévoit une réduction significative des dotations de l'État aux collectivités locales et notre ville subit un impact direct de cette politique avec une perte estimée à 500 000 € par an jusqu'à la prochaine lubie gouvernementale. Ce manque à gagner sera difficilement compensé et viendra fragiliser des services publics déjà sous pression dans des secteurs essentiels tels que l'éducation, la culture ou la solidarité. Secteur que je rappelle qui est à destination de nous, concitoyennes et concitoyens. Cette proposition de loi ne fait que renforcer le mépris du gouvernement à l'égard des collectivités locales et des intercommunalités. À travers cette prise de parole, nous, groupe et des élus socialistes et apparentés, dénonçons les contradictions flagrantes entre le discours du gouvernement prônant le dialogue et les actes qui se traduisent par des décisions unilatérales aux conséquences néfastes pour l'ensemble du tissu territorial français. Ces décisions ne sont donc plus tenables. De trop nombreuses communes ont vu disparaître en l'espace de quelques années voire plusieurs services publics sur leur territoire. Ces fermetures ou ces transferts, en plus d'être incompris par les habitantes et les habitantes, mais également par nous, élus locaux, complexifient le quotidien des milliers de Françaises et de Français. À l'heure où un nombre croissant de Françaises et de Français ont l'impression d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, plus aucune économie ne doit se faire au détriment des services publics du quotidien.
L'heure est venue d'en finir avec la politique d'austérité dans les services publics, tant elle est devenue incompatible avec le maintien d'un service de qualité. Sur ces sujets, comme sur d'autres, le Premier ministre devra trancher. S'il citait les services publics comme l'une de ses priorités lors de sa prise de fonction, les premiers actes semblent loin des promesses formulées. Les services publics sont des instruments essentiels qui visent à garantir l'intérêt général et à améliorer le vivre ensemble. Ils garantissent l'égalité d'accès à une série de services et de droits qui sont primordiaux pour assurer le bien-être de la protection de chacune et de chacun. Les députés socialistes ont largement exprimé de vives préoccupations face à cette proposition. Ils dénoncent une politique budgétaire qui tourne le dos aux réalités du terrain et qui fragilise les collectivités locales, alors même qu'elles sont en première ligne pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens et garantir la cohésion sociale. L'objectif du gouvernement de réduire la dépense publique est partagé, mais il ne doit pas se faire au détriment de l'égalité entre les territoires ni de la qualité des services publics locaux. Cette logique conduit à un abandon des territoires populaires et des villes comme Bègles qui subissent déjà des inégalités. Toutes ces mesures dont l'efficacité sur la réduction du déficit de l'État n'a aucunement été démontrée. Elles mettent en péril la capacité des élus locaux à répondre aux attentes légitimes de nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est pourquoi ce soir, le groupe des élus socialistes apparentés de la ville de Bègles réaffirme son engagement aux côtés des Béglaises et des Béglais. Et nous restons fermement mobilisés pour défendre l'intérêt général et nous veillerons à ce que Bègles ne soit pas sacrifié sur l'autel de l'austérité budgétaire. Nous continuerons de lutter pour un financement public juste, équilibré et équitable au service des habitantes et des habitants de notre ville. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui subissent les conséquences de ces choix politiques. Nous ne laisserons pas la politique de ce gouvernement isoler davantage notre commune, ni compromettre l'accès de nos concitoyennes et concitoyens aux services publics de qualité. Je vous remercie. Merci. Vincent Bovinet. Merci, monsieur le maire. Non, c'était pour répondre à l'opposition. Alors, il y a deux choses. Soit l'opposition en possession d'éléments que nous n'avons pas sur la sociologie de Bègles, et nous comptons à Bègles un certain nombre des 500 grandes fortunes de France qui sont les premières bénéficiaires de la politique du gouvernement Macron. Soit vous faites de la politique sans le dire. Et je vais juste illustrer ce propos. J'ai entendu, il a été dit que le projet de loi de finances faisait l'unanimité contre lui. Apparemment, pas des députés. Parce qu'on l'a dit en préambule, dans la journée, le projet de loi de finances, le projet de budget modifié et amendé par la gauche a largement été rejeté par les députés du Rassemblement national, les députés LR et les députés Renaissance. Donc il y avait des vrais choix politiques derrière ça. Et pourquoi ils l'ont rejeté? Ils l'ont dit tranquillement. On s'attaque aux grosses fortunes, on s'attaque aux grosses entreprises. Donc en fait, j'ai envie de dire, camarades, la barricade n'a que deux côtés. Donc il faut choisir. Donc je vous invite à signer cette motion et à faire de la politique. Pierre Wallet. Oui, je voulais rebondir sur les propos de Vincent et de vous, Christophe, tout à l'heure. Vous avez dit que c'était un projet de loi de finances qui faisait effectivement l'unanimité contre eux. Et effectivement, ce qui est proposé, ça ne peut pas faire l'unanimité, quelles que soient les étiquettes politiques, puisque ça va à l'encontre de la lutte contre l'extrême droite et ça va à l'encontre de la cohésion des territoires. Les exemples donnés sur Bègles, c'est une centaine de places en crèche qui sautent, 2 ZSEM par école, un tiers des subventions aux assos, sans compter les effets induits qui vont découler derrière, donc des gens qui vont se retrouver au chômage, et un service qui ne sera plus rendu, et donc des familles qui devront soit passer en temps partiel, arrêter de travailler, parce qu'ils ne pourront pas financer ce service-là. Et là, on parle de personnes, mais après, il y a une question de cohésion des territoires. Nous, on reste quand même sur une commune et une métropole riche. Si on va, j'ai l'exemple d'une préfecture de département avec laquelle on échangeait en début de semaine. L'hiver dernier, ils ont chauffé certaines écoles à 14 degrés. Et c'est une commune de droite. Et donc, je veux dire, elle est contre des subventions comme ça. Comment ils vont faire pour... ils sont déjà à 14 degrés dans leurs écoles. Ils vont faire quoi l'année prochaine? Les collectivités rurales, quelle que soit leur étiquette politique encore, comme il y a des bâtiments et des services publics qui ont déjà fermé. C'est quoi l'étape d'après? Si on veut ouvrir les portes à l'extrême droite, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a un moment, dans une logique républicaine et de solidarité nationale, il faut être contre ce projet de loi de finances. Et de l'argent, il y en a ailleurs. Il y a de la fraude fiscale,
il y a des cadeaux fiscaux qui ont été donnés, il ne faut pas taper sur les classes moyennes et les classes populaires. Sinon, encore une fois, en 2027, ça sera une autre tambouille. Christophe Thomas. Je crois que nos craintes sont aussi bien fondées que les vôtres. Nous avons les mêmes inquiétudes sur les effets. Qu'après, il y a eu des choix politiques par Macron ou par d'autres qui nous amènent à ça, c'est des choix politiques qui ne nous appartiennent pas en tant que collectif citoyen. Donc, je ne suis pas là pour faire le lit du RN, c'est clairement pas ma position, mais très honnêtement, voilà, il n'y a pas nécessité de stigmatiser forcément dans la motion ces éléments-là pour qu'elle suscite l'adhésion collective. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ce que je pense, c'est qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits au niveau national de la répartition des richesses, pour que l'argent aille à l'argent, clairement. On voit bien, en France, la classe populaire s'appauvrit, hein. On a plus 30% au CCAS. La classe moyenne a peur du déclassement et les ultra-riches, les super-profits, sont très peu taxés, sont moins taxés que la classe moyenne. Bon. Donc, je veux bien faire un geste, si vous pouvez changer vos... Bon. Je peux, j'espère que mon équipe va suivre, sortir dans les 4 attendus à la fin, dans les 4 conclusions à la fin, ce que vous avez dit au début. Donc, affirme son opposition, donc premier paragraphe là. On enlève à la logique libérale d'enrichissement des plus riches et des actionnaires, et on laisse affirme son opposition au projet de loi finance 2025. Okay. Absolument. Par contre, on laisse le dernier paragraphe des attendus de la page 1. Voilà. La balle est dans votre camp, chers collègues. Et si tu mets la majorité considère que le gouvernement avait d'autres alternatives, ça suffit? À partir de 2 points. Pourtant, la majorité municipale... Oui. Oui. Non, ça a été... Ce serait la majorité considère que le gouvernement avait pourtant d'autres alternatives. On change, on dit juste qu'on commence cette phrase en l'incarnant par la majorité. On remplace alternative par solution, hein, Benoît? Attendez. Oui. D'autres solutions. Alors là, on est en français. Là, absolument, oui. Ça, c'est du français. Hein. Oui. Alors. Ça veut dire quoi de faire ça? Non, je reste sur ma proposition initiale. Ouais. À prendre ou laisser. Ok, et c'est bon. Alors, je vais passer au vote. Donc, on ne modifie que le... Si vous votez, hein. Si vous ne votez pas, on ne modifie rien. Ouais. Alors, ah oui. Alors, chers collègues... Suspension de séance. Non, on va éviter la suspension de séance, s'il vous plaît. On peut attendre quelques instants d'échange. Ce que tu viens de dire, excuse-moi, hein, tu as dit on reste sur affirme son opposition au projet de loi des finances 2025, c'est ça? Oui. Ça nous convient parfaitement. Ok. Allez, je voudrais dire juste, à chaque fois il s'agit d'un vote du conseil municipal. Ça fait 2 fois que nous avons des discussions sur les motions. On pourrait les préparer ensemble. On avait dit déjà la dernière fois qu'on aurait pu gagner un petit temps à les préparer ensemble. Moi, je trouve que c'est surtout dans des choses comme ça qui sont consensuelles. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Ça peut être. Ça fait partie de la bonne société, ça fait partie de l'écoute des uns et des autres. Parce que c'est un positionnement où on perd un peu de temps ici, parce qu'on a des principes et on fait de la politique, pour répondre à Vincent. Oui, on en fait aussi. On en fait, mais pas de la même façon que des gens qui sont dans des partis. Mais on ne reproche rien à personne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cette motion a été présentée en commission réunie il y a 10 jours de cela, donc si ça ne vous satisfait pas, non. Pardon. Allez, je vous propose de si ça avait été le cas, on n'aurait pas... Si, il a proposé. J'ai lu les 4 derniers, in extenso, j'ai lu les 4 derniers paragraphes. Oui, si, je l'ai présenté. Sauf qu'elle était qualifiée et Mohamed s'en souvient parfaitement. Hein, elle était provisoire. Elle était qualifiée de provisoire en commission. Laisse. Oui, parce que vous auriez pu faire les retours. Enfin bon, donc on l'a fait en direct, comme ça les Béglaises et les Béglais ont entendu les discussions, comment ça se passe quand on échange pour trouver un consensus sur un texte.
Donc je vous propose donc de prendre cette motion et d'enlever donc ce qui a été dit, hein, à savoir à la logique libérale d'enrichissement des plus riches et des actionnaires, tout en gardant le dernier paragraphe de la page 1, et de voter. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée.